Bonjour. Pour bien commencer cette année que je nous souhaite collectivement pleine de paix et d'amour, je vais vous lire quelques extraits d'un énorme pavé, un pavé dans la mare. Au commencement était une nouvelle histoire de l'humanité, de David Graeber et David Wengrow, qui est paru aux éditions Les Liens qui libèrent en 2021 dans une traduction d'Élise Roy. Petit message personnel à Guy, le mari de ma mère. Oui, c'est bien moi qui avais ce livre depuis toutes ces années. Après te l'avoir offert à Noël, j'en ai profité pour te le subtiliser. Mais promis, je te le rends. Bisous. Pour commencer, un extrait du chapitre 1, L'adieu à l'enfance de l'humanité, ou Pourquoi ceci n'est pas un livre sur les origines de l'inégalité. Dans ce livre, nous voulons tenter d'ébaucher un autre récit, plus optimiste, plus captivant et plus cohérent avec ce que nous ont appris les dernières décennies de recherche scientifique. Cela passe d'abord par un effort de collecte des données qui se sont accumulées en archéologie, anthropologie et autres disciplines voisines. Dans leur écrasante majorité, elles vont à rebours du roman traditionnel et brossent un tableau totalement neuf de l'évolution des sociétés humaines au cours des 30 000 ans écoulés. Voici un petit aperçu de sa radicale nouveauté. Il est désormais acquis que les sociétés humaines pré-agricoles ne se résumaient pas à de petits clans égalitaires. Au contraire, le monde des chasseurs-cueilleurs, avant l'apparition de l'agriculture, était un monde d'expérimentations sociales audacieuses, beaucoup plus proche d'un carnaval des formes politiques que des mornes abstractions suggérées par la théorie évolutionniste. L'agriculture, elle, n'a pas entraîné l'avènement de la propriété privée, pas plus qu'elle n'a marqué une étape irréversible dans la marche vers l'inégalité. En réalité, dans bien des communautés où l'on commençait à cultiver la terre, les hiérarchies sociales étaient pour ainsi dire inexistantes. Quant aux toutes premières villes, loin d'avoir gravé dans le marbre les différences de classe, elles étaient étonnamment nombreuses à fonctionner selon des principes résolument égalitaires, sans faire appel à de quelconques despotes, politiciens guerriers bourrés d'ambition ou même petits chefs autoritaires. Aujourd'hui, les données relatives à ces questions affluent des 4 coins de la planète, encourageant les chercheurs à réexaminer sous un jour nouveau les éléments ethnographiques et historiques dont ils disposent. Toutes les pièces sont donc réunies pour réécrire l'histoire du monde. Le hic, c'est que les découvertes les plus remarquables restent trop souvent confinées aux publications scientifiques. Beaucoup de spécialistes eux-mêmes rechignent à lever le nez de leur petit coin du tableau, à sortir de leur silo et à confronter leurs conclusions à celles d'autres collègues. Notre ambition dans ce livre est de commencer à reconstituer le puzzle, en ayant bien conscience que nul ne possède encore un jeu complet. La tâche est immense, l'enjeu monumental, et il faudra de nombreuses années de recherche et de débat pour ne serait-ce qu'effleurer la signification concrète de la fresque qui se dévoile à nous. Mais il est essentiel de mettre en route la machine. Ce faisant, une évidence va très rapidement s'imposer. La grande histoire de l'humanité que narre le récit dominant, celui auquel adhèrent aussi bien les tenants de Hobbes que ceux de Rousseau, n'a quasiment aucun rapport avec la réalité. Compiler et passer au crible d'immenses quantités de données ne suffit pas pour décrypter ce qu'elles révèlent. Un changement conceptuel est également nécessaire. Il nous faut revenir sur nos pas et questionner la conception moderne de l'évolution des sociétés humaines, à commencer par l'idée selon laquelle elles devraient être classées en fonction de stades de développement définis par des technologies et des modes d'organisation spécifiques. Les chasseurs-cueilleurs, les cultivateurs, les sociétés urbaines industrialisées, etc. Comme nous le verrons, cette idée plonge ses racines dans la violente réaction conservatrice qu'a provoquée, au début du XVIIIe siècle, la montée des critiques contre la civilisation européenne, des critiques qui émanaient non pas des philosophes des Lumières, bien qu'ils les aient d'abord accueillies avec enthousiasme et souvent reprises à leur compte, mais de commentateurs et observateurs indigènes, à l'instar de Candiaronc, un chef politique Wendat, Huron, avec lequel nous ferons plus ample connaissance au chapitre suivant. Revisiter cette critique indigène, ainsi que nous la nommerons, suppose de prendre au sérieux les contributions à la pensée sociale qui ne s'inscrivent pas dans le canon européen, notamment lorsqu'elles viennent de ces peuples autochtones que les philosophes occidentaux aiment à enfermer alternativement dans le rôle d'ange ou de démon de l'histoire.
Idéaliser et diaboliser son interlocuteur sont deux manières d'exclure toute possibilité réelle d'échange intellectuel, et même de dialogue. Dans le premier cas, on prête une profondeur insondable à la moindre de ses paroles. Dans le second, on juge toutes ses interventions totalement hors sujet. Dans cet ouvrage, notre objectif n'est pas seulement de présenter une version revisitée de l'histoire de notre espèce. Nous voulons introduire le lecteur à une nouvelle science historique qui restituerait à nos ancêtres leur pleine humanité. Plutôt que de chercher à comprendre ce qui a pu rendre nos sociétés si inégales, nous allons nous demander pourquoi le problème des inégalités, lui-même, a acquis une telle importance, avant de développer progressivement un récit différent, plus conforme à l'état actuel de nos connaissances. Si les humains n'ont pas vécu 95% de leur passé évolutif organisé en tout petits groupes de chasseurs-cueilleurs, qu'ont-ils fait pendant tout ce temps ? Si l'invention de l'agriculture et la naissance des villes n'ont pas marqué une plongée dans un monde de hiérarchie et de domination, quelles ont été leurs conséquences ? Que s'est-il passé exactement au cours des périodes que nous avons coutume d'associer à l'émergence de l'État ? Les réponses à toutes ces questions, souvent surprenantes, dessinent une trajectoire historique infiniment moins fixe et immuable, infiniment plus riche en possibilités ludiques que nous n'avons tendance à le penser. Si la plus importante question à poser à notre histoire n'est pas celle des origines de l'inégalité, quelle est-elle ? Les récits d'anciens captifs, fuyant la société occidentale pour retourner vivre dans les bois, ne laissent planer aucun doute. Quelque chose s'est bel et bien perdu au cours de notre évolution. Rousseau l'avait pressenti, mais il en donnait une interprétation très personnelle et finalement fausse. Comment définir ce quelque chose ? Est-il vraiment perdu à tout jamais ? Quelles conclusions en tirer quant aux possibilités actuelles de transformation sociale ?